Quand vous faites de l'IMO, qui n'est pas du locatif, forcément, vous plombez votre investissement puisque vous mettez l'apport, ça ne produit pas de revenus et ça vous empêche de plus investir. C'est toujours la même histoire. Tout ça pour vous dire que c'est un investissement qui est quand même réservé aux personnes très aisées. Ça vaut pas le coup de mettre 50 000 euros dans une montre si on a un patrimoine de 100 000, 200 000, même si on a un patrimoine d'1 million d'euros. Franchement, c'est une vraie question à se poser. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène dans une usine de chimie avec un ingénieur qui se pose plein de questions. C'est parti. Notre ingénieur dans l'industrie chimique, patrimoine brut 708 000 euros, patrimoine net 480 000 euros. A priori, il y a un emprunt lié à l'écrasante majorité de son patrimoine, à savoir l'immobilier. Je pense que c'est sa résidence principale. Il a quand même 14% d'actions et de fonds, on va voir ce que c'est, et ensuite d'autres choses, peut-être de la crypto ou des SCPI. Le profil, 36 ans, concubinage, sans enfant, cadre en CDI dans l'industrie chimique depuis 2015, salaire de 72 000 euros brut annuel, variable de 10%, ok, donc potentiellement 7 000 euros en plus. Et P&I, alors participation à intéressement, 22% du salaire brut, donc là c'est carrément 14 000 euros potentiel. Donc c'est très conséquent. On va voir après en quoi la participation intéressement et l'épargne, enfin le plan épargne retraite ou plan épargne entreprise, peut être intéressant pour vous. C'est vraiment un dispositif qui est un peu sous-coté à mon sens et qui est très attractif si vous êtes dans un grand groupe. Objectif, indépendance financière dans 20 ans. Bon, ça, je pense qu'on devrait l'enlever, franchement, cette case, parce que tout le monde veut devenir indépendant financièrement. Stratégie, DCA mensuel de 967 euros et placement. Ok. Donc 417 euros, c'est très précis. 417 euros pour atteindre le plafond des 150K dans 30 ans sur le PEA Boursorama. 60% sur ETF, BNP, S&P 500, 40% Europe sur ETF iShares Eurostoxx 50. Alors ça déjà je trouve que c'est plus logique que de faire du MSCI World plus du S&P 500 ou du MSCI World plus de l'Eurostoxx 50 ou 600 puisque au moins il n'y a pas d'overlap comme on dit, on va chercher des US d'un côté et de l'Europe de l'autre, donc finalement c'est cohérent. Bon, je le répète je pense tout le temps, mais l'Europe malheureusement, notre vieux continent qui a plein d'avantages, sous-performe la bourse américaine sur le long terme. Donc ça, il faut juste le savoir quand on investit. Tu investis dans l'Eurostoxx 50, il y a aussi l'Eurostoxx 600 qui est beaucoup plus diversifié. Mais en tout cas, c'est un choix intéressant. D'ailleurs, le plafond, 150 000 euros, c'est pour ton PEA, mais si ta femme ou ta compagne ouvre aussi un PEA, eh bien, vous pourrez avoir chacun le vôtre. Et donc, au global, ça fera un plafond beaucoup plus élevé à 300 000 euros. 200 euros pour atteindre le plafond des 75K dans 30 ans sur le PEA PME, qui est en gros le petit frère du PEA, qui marche pas très bien. Franchement, c'est un peu un flop, cette enveloppe-là. L'objectif, c'était d'encourager l'investissement dans les PME. Et donc, voilà, toi, tu as investi dans des OPC, dans des fonds qu'on va regarder. On voit qu'il y a 0 frais d'entrée. Je pense que c'est Bourso qui, en l'occurrence même Odo, qui encourage l'investissement. Par contre, attention, 0 frais d'entrée, il y a quand même des frais de gestion. Je pense que tu les vois dans ton compte Finari. 200 euros sur des SCPI Quorum Eurion avec dividendes réinvestis à 100%. Ça, c'est intéressant. J'avais reçu le patron de Quorum, Frédéric Puzin, dans un talk. Je vous mets le lien juste ici. C'est vrai que c'est une SCPI, ou en tout cas, c'est un gérant de SCPI qui cartonne, qui a une des meilleures performances au global. Donc, assez intéressant. Et surtout, ça fait longtemps qu'ils sont là. 100 euros sur l'assurance vie Swiss Life Strategic Premium. Il y a toujours des noms magnifiques. Strategic Premium. On a envie d'investir. Frais d'entrée négociés à 0%. Ça c'est cool, bonus 1,4% première année sur fonds euros. Alors ça en ce moment il y a des bonus partout à aller chercher sur des fonds euros parce que les assureurs sont obligés de renouveler leur stock d'obligations logées au sein de ces fonds euros, ou en tout cas logées pour vous payer votre prime sur les fonds euros, votre participation aux bénéfices. Donc, vous pouvez clairement aller négocier des belles choses. Répartition 40% fonds euros, 60% UC sur un fonds que je ne connais pas. On va aller voir ça, mais ça m'a l'air d'être un bon vieux fonds actif, donc avec des frais. 50 euros en crypto sur Finari. Ça, c'est génial, évidemment. Je rappelle qu'on peut investir en crypto sur Finari depuis peu. 50% BTC, 50% ETH, et tu fais ton petit DCA. Prime de participation intéressement, 22% du salaire brut annuel fixe, ça tu nous en as parlé. Placé à 100% sur un PE géré par Natixis Interépargne. Alors en l'occurrence c'est pas géré par Natixis Interépargne, je pense que Natixis Interépargne est simplement le dépositaire des fonds, en tout cas c'est l'établissement qui détient les titres. La gestion, je ne suis pas sûr que ce soit eux qui la fassent, il y a peut-être même une équipe de gestion en interne chez ton employeur qui le fait. Moi j'ai bossé dans une équipe de gestion chez Sanofi à une époque qui faisait exactement ça. Placé sur fonds 100% actions, car tous les frais sont payés par l'entreprise et performances annualisées satisfaisantes de 8% sur 10 ans. Alors pour des raisons de confidentialité, on ne va pas montrer le fonds que tu utilises, mais c'est vrai que c'est une entreprise qui est extrêmement attractive, donc tu as bien raison d'investir dessus. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais l'entreprise, l'employeur est vraiment une très très belle valeur. Stratégie de défiscalisation Girardin Industriel G3F avec agrément, 10 000 euros par an, rendement 10%. Comment ça marche concrètement? On met 10 000 euros à perte aujourd'hui,
et dans 18 mois, on récupère l'avantage fiscal. En fait, on va déduire du coup 11 000 euros de ses impôts. C'est intéressant, il y a des risques. J'avais reçu une avocate spécialisée qui s'appelle Dorothée Chambon dans un Finarito, que je vous mets le lien là. On avait parlé notamment du Girardin industriel, qui est un dispositif qui est attractif, mais qui a aussi des risques qui sont souvent sous-estimés. Et Dorothée, elle traite pas mal de contentieux parce que des gens se sont fait retoquer par l'administration fiscale. Et concrètement, si la société qui organise le Girardin se fait retoquer, c'est pour votre pomme. Attention, même si vous avez des garanties, etc., notamment chez Interinvest, qui vous accompagne juridiquement en cas de contentieux, il y a quand même un risque. Encore une fois, je rappelle, il n'y a pas de rendement gratuit dans la vie. Donc s'il y a du rendement, il y a du risque. Question, ma stratégie est-elle vraiment optimisée par rapport à mon objectif? Eh bien écoute, on va voir ton portefeuille. Commençons par l'immobilier. Et donc, je pense que voilà, c'est ta maison, résidence principale, dans le 1000, 600 000 euros, tu as fait une moins-value. Mais bon, ça à la limite, pourquoi pas? Parce que tu as simplement payé des frais de notaire, etc. Donc c'est normal de faire une moins-value. Tu as ton quorum Orion, et donc là on peut voir la diversification. C'est du bureau, c'est de l'hôtellerie, c'est de la logistique, il y a un peu de tout. Quorum verse un dividende mensuel, donc on voit qu'ici ça fait 4 euros par mois, dans ton cas, enfin un peu moins, 3,67 €. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc évidemment les frais sont aussi assez élevés, mais bon, ça c'est un peu le prix à payer pour de la SCPI. Allez, on continue, actions et fonds, et là c'est vraiment ici que ça se passe dans ton cas, puisque tu as ton plan épargne entreprise qui est vraiment très bénéficiaire. Tu es à plus 9 000 euros, donc ça c'est vraiment top. L'épargne entreprise, faut vraiment que vous en profitiez si vous avez quelque chose qui est mis en place, puisque l'employeur peut abonder un certain montant. Donc vous, en fait, pouvez décider d'investir un certain montant et l'employeur va compléter. Et ça, c'est vraiment top puisque ça vous permet d'aller chercher en gros de l'argent gratuit. Si vous gardez le plan épargne pendant 5 ans, vous avez les mêmes avantages que le PEA concrètement, donc vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais vous mettre un lien vers un thread X que j'avais fait à une époque qui récapitule un peu les grands éléments à garder en tête, mais c'est un dispositif intéressant. Si vous n'en profitez pas, vous ratez certainement de l'argent, donc renseignez-vous auprès de vos RH. L'assurance vie, alors tu nous as dit que tu avais négocié les frais de cette assurance vie Swiss Life. Du coup, j'ai pris le document d'information sur les frais et je suis allé à la section 4.3. Donc là, je vois, tu payes 0,65% sur le fonds euro, ce qui est plutôt classique, c'est un peu élevé, mais bon, c'est pas non plus choquant. Les unités de compte, là, c'est un peu plus élevé, 0,96. Je pense que chez un courtier en ligne, tu peux avoir du 0,75, du 0,80. Donc voilà, ça fait pas grand chose, mais 0,10 plus 0,10 par-ci, 0,10 par-là, ça fait une différence. Les frais sur versement, bon là ils sont scandaleusement élevés, mais toi a priori tu les as négociés, a priori c'est tout bon. Et c'est ça un peu la mécanique des frais, c'est qu'il y en a, c'est un millefeuille. Donc là vous voyez des frais sur arbitrage, des frais sur d'autres types d'opérations. A priori ici c'est tout gratuit, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'il y a d'autres frais qui sont ici, et on voit surtout que ce qui coûte cher, c'est si tu fais de la gestion déléguée, ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, puisque je ne vois, là tu as que un fonds qui est un fonds money market, donc c'est un fonds monétaire. Il n'y a pas de gestion impliquée. Et pour vous montrer la complexité des frais, si on va un peu plus bas, vous allez voir des scénarios. Alors là, regardez les formules, quoi. On est obligé de vraiment de se poser et d'avoir fait, peut-être pas maths sup, mais en tout cas de ressortir un peu ses cours de maths pour commencer à comprendre ce qui se passe, et donc ils sont obligés de faire des calculs avec des scénarios absolument incompréhensibles parce que la grille de frais est complexe. Donc c'est vraiment un sujet qui est important à comprendre. A priori ici, toi tu t'en sors plutôt bien, mais si vous avez des doutes sur les frais de gestion de votre contrat, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet, je vous mets le lien juste ici. C'est vraiment d'utilité publique de regarder ça parce que ça va vous faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Donc super important. En tout cas ici, toi tu t'en sors plutôt bien. Si on regarde les autres enveloppes, bien t'as ton PEA, tu nous as dit, t'as fait Europe, US, pourquoi pas, j'ai envie de dire, assez logique. Ensuite, tu as un PEA, alors ici on a mis PEA, mais en fait c'est PEA PME, et donc c'est assez intéressant puisque ce fonds-là, on est allé regarder, et figure-toi que on va regarder sur 10 ans, et bien il est quasiment, il bat son indice en fait. Il bat son indice, donc ça c'est plutôt rare pour un fonds actif. On va regarder max, tiens. Ouais, même sur le très longue période, il bat son indice. Alors si on regarde des périodes un peu plus courtes, je pense que il sous-performe. Donc pourquoi pas? Faut savoir que ça a un coût. Donc si je regarde spécifiquement cette enveloppe-ci, eh bien, je te le donne dans le 1000, les frais, ils sont plutôt costauds. On est à 2,10 par an. Donc le gérant arrive à battre son indice, même en prélevant 2,10 par an. C'est plutôt pas mal. Maintenant, encore une fois, cette
statistiquement, quel intérêt d'aller sur ces OPC-là? Alors, dans le PEA-PME, il y a quelques limitations. En tout cas, sachez que c'est possible de battre le marché. Il y a des gens qui y arrivent, mais il faut sélectionner les bons. Ça change au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment une opération qui est assez difficile. Allez, on regarde tes autres actifs qui sont notre catégorie un peu fourre-tout dans laquelle on va mettre tout ce qui n'est pas un actif, une classe d'actifs qui est très importante. Et donc, toi, ici, on voit que tu as deux modèles de montres, Bell & Ross, BRS. Donc, on va aller tout de suite voir à quoi ça ressemble. J'avoue, je ne connais pas ce modèle. J'aime beaucoup Bell & Ross, c'est très sympa. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est une montre qui est temporairement indisponible. Donc toi, tu nous l'estimes à combien? Tu nous l'estimes, nous on l'estime même, puisqu'on cote les montres en direct. On l'estime à 2100 €. Et donc là, a priori, tu as fait une petite plus-value, c'est sympa. Et ensuite, on regarde l'autre qui est une Tissot. A priori, c'est une montre automatique. Donc ça, c'est top. C'est pas du quartz. Et donc ça ressemble à ça. Ça, c'est plutôt très sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup, voilà, avec un beau cadran bleu. Et ensuite, un chrono, etc. Vraiment sympa. Là, on voit que sur Tissot, ça coûte 2000 €. Tu as fait une petite moins-value. Mais en tout cas, ça reste des investissements plaisir. Clairement, il ne faut pas compter dessus pour constituer son patrimoine, sauf si on est un professionnel. Franchement, je vais vous le dire, l'investissement dans les montres, on avait fait un article dessus, c'est vraiment réservé à des amateurs éclairés et surtout c'est réservé à des amateurs qui ont beaucoup d'argent, puisque les modèles qui coûtent vraiment, en tout cas qui sont vraiment très demandés, là j'en avais mis quelques-uns. Voilà, ça c'est un peu... Alors c'est pas la Sainte Trinité, parce que la Sainte Trinité c'est Audemars, Patek, Vacheron Constantin, mais ici c'est quand même une belle version. Si vous pouvez avoir une Royal Oak d'Audemars, si vous pouvez avoir une Nautilus de Patek et une Daytona de Rolex, bah là tout simplement, alors ça dépend des modèles, etc. Mais en gros, une Royal Oak ça vaut à peu près 50 000 €, une Nautilus ça vaut à peu près 100 000 €, une Daytona ça vaut à peu près 40 000 €. Ça dépend des modèles, hein. Il y en a qui vont valoir un peu moins, il y en a qui vont valoir 10 fois plus, parce qu'il y a 1000 variations. Tout ça pour vous dire que c'est un investissement qui est quand même réservé aux personnes très aisées. Ça vaut pas le coup de mettre 50 000 € dans une montre si on a un patrimoine de 100 000, 200 000, même si on a un patrimoine d'1 million d'euros. Franchement, c'est une vraie question à se poser. Donc c'est principalement un investissement plaisir, et toi, tu as l'air de le voir comme ça. D'ailleurs, tu as aussi du vin, et là, tu as fait une plus-value. Mais j'imagine que le but, c'est plutôt de boire ces bouteilles en famille plutôt que de faire une énorme plus-value. En tout cas, tu mises pas ton patrimoine là-dessus. Du coup, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que là, je vois que tu as 3 000 € sur des livrets, tu as 1 100 € sur du fonds euro, tu as un petit peu d'argent sur les comptes bancaires. Alors, tu as Finary Invest, d'ailleurs, tiens, tu as fait combien de performance? Tu as fait 10% de performance. On va voir quand est-ce que tu as commencé à investir. Ouais, tu vois, tu as commencé à investir en février. Donc, logique, hein, finalement, ça a plutôt bien pris. Mais du coup, pour revenir au sujet de l'épargne de sécurité, je trouve ça assez léger, tu vois, ça fait 3000, allez, on peut dire que tu as 4000 et quelques, 4200 € d'épargne de sécurité. Et quand je regarde ton budget, ça c'est vraiment top, vous l'avez directement dans l'application, bah je vois que si on regarde en décembre, je vois que tu as quand même dépensé pas mal. Alors là, il y a les virements, je peux pas les exclure, vous pouvez les exclure sur votre compte. Mais bon, ça semble un peu léger, je vois que rien qu'en alimentation, sur un mois, tu dépenses 1300 €. Du coup, normalement, la règle, c'est de dire à minima 3 mois de dépenses sur un compte très sûr. Donc là, j'ai l'impression, tu vois, si on additionne tout ça, que tu as besoin de plutôt 2500 € par mois. Ça me semble un peu léger, peut-être à renforcer avant de passer à autre chose. En tout cas, si vous voulez votre budget, vous l'avez sur Finary, vous connectez vos comptes bancaires et vous avez toutes les transactions catégorisées automatiquement, et ça vous permet de voir les grandes masses. Vous pouvez réallouer les transactions, les ignorer, créer vos catégories, enfin bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir en termes de budget. On a fait un gros effort là-dessus. Du coup, pour revenir à ta question, ma stratégie est-elle vraiment optimisée par rapport à mon objectif? Tu nous as dit que ton objectif, c'était l'indépendance financière dans 20 ans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon simulateur, lien dans la description. J'ai pris ton patrimoine bourse uniquement parce que ta RP, en fait, c'est pas vraiment un investissement. Pour moi, c'est un achat, on va dire, plaisir. Tu dois vivre dedans, tu as un toit au-dessus de la tête. C'est pas ça qui va payer ta retraite. Peut-être que si, mais en tout cas, nous, on va pas compter dessus, on va vraiment se concentrer sur le financier. Donc, patrimoine actuel, 97 000 €. Ici, on a pris que la bourse parce que même si tu as fait un peu de crypto sur Finary, bon, ça reste quand même des montants qui sont pas très conséquents pour l'instant. Donc, 100% bourse. On a pris ton investissement mensuel qu'on a annualisé, donc ça fait 10 800 €. Et du coup, on s'est dit que tu allais investir en bourse et en fonction de la répartition que tu nous as donnée ici, avec un petit peu de SCPI, etc. Évidemment, la crypto. On a mis 20 ans, rendement bourse 8%, rendement autre, on a mis 6%. C'est un peu plus que ce que Quorum annonce en l'occurrence, mais vu qu'il y a de la crypto dedans, on va dire que ça fait à peu près le boulot. L'imposition bourse, on va dire que tu es que sur le PEA pour simplifier, hein. 17,2 sur la plus-value, 30% pour le reste, la flat tax,
taux de retraite 4%, taux d'inflation 3%, ça ne change pas. Du coup, au bout de 20 ans, ça te donne un beau patrimoine, quand même 537 000 euros, ça fait du x5. Par contre, c'est vrai que le revenu, il est quand même assez léger. On est à 1793 euros. Et je pense que là où le bas blesse, c'est vraiment le taux d'épargne. Donc toi, là, ce sur quoi tu pourrais travailler, c'est que tu pourrais épargner plus, en tout cas essayer d'épargner plus si tu en as les capacités évidemment. Donc on va dire, allez, tu réussis à doubler ton taux d'épargne, ce qui est énorme, hein. C'est pas quelque chose qui se fait en un coup de baguette magique. Bah, tu vois, ça t'emmènerait à un patrimoine de 805 000 euros et évidemment, tu pourrais retirer de ça 2600 euros par mois. Donc l'indépendance financière dans 20 ans, franchement, ça me semble compliqué. Ça dépend de ta définition. Est-ce que ta définition, c'est de dire j'ai un revenu complémentaire avec mon capital, je continue de travailler à mon rythme, peut-être à mi-temps, et du coup, je peux profiter plus de la vie. Là, je pense que carrément, c'est possible. Par contre, arrêter de travailler pour vivre de ton capital, pas vraiment. Et la raison principale, en fait, elle se cache au milieu de ton patrimoine, c'est la RP. C'est qu'au final, tu as mis quand même pas mal dans ta RP. Alors, je sais pas combien d'apports tu as mis, regarde tes emprunts. On voit que tu as eu un super taux sur ta RP, magnifique, 0,95. Donc, je ne sais pas combien tu as mis d'apport. Alors, ce que je peux déduire de là, je ne peux pas voir combien tu as mis, mais je dirais ici, tu as 250 000 euros de capital. Je dirais qu'en fait, tu es à 50-50 sur l'emprunt avec ta compagne, et du coup, tu as mis 100 000 euros d'apport. Voilà, ça serait vraiment mon... Enfin, toi, tu as mis 50 000 euros d'apport, ta compagne aussi, et donc, au global, 100 000 euros d'apport pour une maison qui vaut 500 000 euros d'emprunt, une maison qui vaut 600 000. Voilà, c'est ce que je dirais. Difficile à dire, mais c'est vrai que quand vous faites de l'IMO, qui n'est pas du locatif, forcément, vous plombez votre investissement puisque vous mettez l'apport, ça ne produit pas de revenus et ça vous empêche de plus investir. C'est toujours la même histoire. Si typiquement on dit, bon, ton patrimoine initial, en fait, les 600 000 euros, tu t'en souviens, tu vends ta maison là et tu mets en bourse. Alors c'est vraiment très risqué, hein. Je te conseille absolument pas de faire ça. Mais bon, là, c'est plus la même histoire, c'est plus la même musique. Tu es à... et on va revenir à ton investissement initial. D'ailleurs, on va dire que tu investis 10 800 euros. Tu vois, ça nous emmène à 2 millions d'euros dans 20 ans et 6 000 euros de revenus par mois. Là, tu es carrément à l'indépendance financière. Mais bon, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de RP, donc il faut louer. Donc forcément, il y a d'autres coûts qui sont liés. Donc c'est toujours la même histoire entre soit on achète un bien immobilier, sa résidence principale, c'est rassurant psychologiquement, on peut faire une super plus-value dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'on se prive de l'investissement qu'on pourrait faire avec l'apport. Ou alors, on décide de faire du locatif, d'utiliser l'effet de levier à fond et du coup de quand même produire du revenu avec ces biens-là. La réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui bat la bourse. Le principal intérêt de l'immobilier pour moi, c'est l'effet de levier. Au-delà de ça, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de complexité, beaucoup de soucis. Si vous voulez faire de l'immobilier, vous pouvez typiquement faire de la SCPI, ça peut être aussi intéressant. Donc, est-ce que tu vas atteindre ton objectif avec ta stratégie actuelle ? Probablement pas dans 20 ans. Sauf si tu réinvestis, si tu arrives à augmenter ton taux d'épargne, ou alors si tu décides de peut-être vendre ta RP pour plus t'exposer à des actifs qui sont plus rentables, tout simplement, ou tout simplement des actifs qui produisent des revenus, comme typiquement tu pourrais aussi vendre ta RP pour acheter du locatif, c'est tout à fait possible. En tout cas, tu es quand même très bien parti, tu as un super patrimoine qui est bien diversifié, je vois pas de red flag ici, je regarderai quand même du côté de l'assurance vie pour être sûr que tu payes pas de frais en trop, mais a priori t'es plutôt renseigné sur le sujet, tu profites à fond de la participation de l'intéressement, ça c'est top. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré de voir un patrimoine comme ça, pas d'héritage, quelqu'un qui s'est construit vraiment à la force de son travail et de la sueur de son front, donc bravo. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien il est dans la description, vous postulez sur le formulaire, j'analyse un patrimoine comme ceci toutes les semaines, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à dimanche prochain, salut.